Permettre, permettre de pouvoir avoir une vision ensuite regardable par celles et ceux qui nous ont ratés. Donc je laisse faire Leïla animer avec Edoui Plenel. À vous. Bon, bah, bonsoir à tout le monde, hein. Et bonsoir Edoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce soir, on veut aborder le combat contre l'extrême droite. Et je vous propose d'avoir 45 minutes d'échange avec Edoui, entre Edoui et moi. Et puis ensuite, on ouvre à toute l'Assemblée. C'est pour lancer quelques pistes de réflexion. Euh, Évidemment, au départ, on avait pensé avec Fabien travailler sur, parce que Edoui connaît particulièrement la pensée, l'œuvre de Édouard Glissant, travailler sur l'œuvre de Édouard Glissant euh, et ce qui peut nous induire et nous donner des outils pour la lutte contre l'extrême droite. En fait, on ne peut pas aujourd'hui commencer sans évoquer le, le coup d'État au Venezuela. Euh, Parce qu'en fait, je relis l'invitation d'Edoui à son positionnement anticolonialiste et très tôt et antiraciste. Or là, le coup d'État perpétré par la puissance, l'empire américain, ouvertement revendiqué d'ailleurs, hein, contrairement à d'autres événements, par exemple le Chili, hein, qui, moi, m'avait énormément touché en son temps. Euh, Ça fait lien avec cette question du colonialisme et évidemment, ça fait lien avec l'extrême droite, on le sait. Euh, donc, je voulais commencer, non pas en présentant Edoui Plenel, évidemment, c'est pas la peine, hein, journaliste, essayiste, auteur notamment d'un ouvrage qui, moi, m'avait beaucoup touché à l'époque, c'est pour les musulmans, et puis cofondateur de Mediapart. Et je voulais surtout commencer par son anticolonialisme et son antiracisme. Euh, et compte tenu des sujets là qu'on voulait aborder, je voulais vous rappeler vos liens très singuliers avec la Martinique, très proche du Venezuela, comme tout l'arc antillais. Et on sait que Cuba est visé. On sait ce que la colonisation a fait sur l'île enfin sur Haïti. Enfin, votre lien avec la Martinique, c'est aussi celui de votre père, aux côtés d'Aimé Césaire au moment de l'affaire Marajo en 59, dont vous pouvez dire quelques mots si vous voulez. Et je voulais savoir si vous pensez que votre anticolonialisme euh, et votre proximité avec l'œuvre de Glissant vient de là. Oui, bonsoir à toutes et tous et merci de l'invitation. En fait, on se retrouve là, euh, à quelques semaines de l'anniversaire de la mort de Frantz Fanon et de l'année dernière qui était l'année de son centenaire. Bon, moi, dans mon itinéraire de vie personnelle, au fond, dans les constances hein, de, de mon engagement, qui a fini par se traduire par un métier, par un engagement radicalement démocratique dans le journalisme. Moi, je suis un enfant de la question coloniale. Je suis issu de cette histoire, à la fois parce que mon pays d'enfance a été la Martinique, qui est le pays à la fois de Césaire, de Glissant et de Fanon, un tout petit bout de territoire qui a produit, et ce ne sont pas les seules, trois œuvres qui continuent de parler au monde. Et dans cette histoire qui est liée, comme vous l'avez rappelé, aux engagements familiaux,
elle s'est poursuivie par un itinéraire qui m'a amené à passer, après mon enfance martiniquaise, ma jeunesse en Algérie après l'indépendance. Donc, ça peut vous paraître bizarre, mais moi, dans ma tête, je suis en exil ici, puisque je suis arrivé en France et à Paris à l'âge de 18 ans, happé par le climat et le contexte des années 70. Mais par exemple, pour ce qui est de ma période d'engagement militant, moi, je n'ai pas du tout adhéré à une organisation française. Mes engagements militants ont commencé en Algérie même, dans le cadre d'une internationale qui se voulait la quatrième sous la dictature de Boumedienne. Donc voilà, je voulais juste rappeler cela et dans le contexte qui était aussi déjà la question palestinienne qui était évidemment au cœur des espérances de révolution démocratique dans le monde arabe. Pour répondre sur ce premier point, la question coloniale, et avec ce préambule, c'est que moi, je ne suis spécialiste de rien, je suis comme vous tous ici, et comme vous toutes, j'essaye d'y voir clair. Je pense qu'il faut d'abord qu'on y voit clair pour comprendre ce qui nous arrive. Et j'essaye un peu avec la foi du charbonnier, puisque j'ai sonné l'alarme depuis très longtemps. Vous avez évoqué pour les musulmans par rapport à la création de nouvelles logiques de bouc émissaire, mais avant la présidentielle, la dernière, j'avais réédité Le président de trop et surtout fait à gauche de l'impossible, dont l'introduction s'appelle Face à la catastrophe et dont la première phrase, c'est de dire la catastrophe est déjà là, hein, elle n'est pas à venir, hein, elle est déjà là. Et je rappelle qu'il y a eu un premier mandat de Trump. Et puis, depuis, j'ai fait l'appel à la vigilance, qui est justement un rappel sur comment nous avons cédé sur le terrain du langage, sur le terrain des mots, à l'extrême droite. Donc, il faut essayer, pour moi, d'abord de comprendre ce qui nous arrive. Hein, parce que, au fond, nous vivons, pour moi, pas simplement une répétition du même. Évidemment, tout ça vient de l'impérialisme et de l'impérialisme états-unien et des logiques de puissance. Mais nous vivons avec des visages et des apparences différentes. Nous vivons le retour en force de notre ennemi de toujours, qui a différentes variantes, mais il est unifié. Et notre ennemi de toujours, c'est l'adversaire de l'égalité, hein, du principe d'égalité naturelle. Il est là, il est de retour et il a aussi bien le visage de Poutine, de Netanyahou, de Trump, de Milley et de plein d'autres. Et donc il faut que nous comprenions comment cet ennemi de toujours que nous avions identifié, puisqu'au fond, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est la puissance qui vient se mêler de nous. Ah, j'ai fait une fausse manœuvre, pardon. Pardon, voilà, c'est Big Brother qui nous suit là. Mais, et donc, je dis juste ça pour dire que cet ennemi, nous l'avons identifié puisqu'il avait gagné à l'échelle du monde en 1940. Quand nous voyons l'itinéraire de Retailleau et l'évolution de cette fusion des droites et de l'extrême droite, bah, c'est le pétainisme. Et le pétainisme, ils n'étaient pas fascistes, mais ils étaient du côté de l'inégalité, du côté de l'antisémitisme, du côté de l'autoritarisme, du côté de l'antidémocratie. Et ils ont entraîné derrière eux tout un appareil d'État qui est passé du côté obscur de la force. Donc nous avons, pas nous, mais les générations précédentes, on a vaincu en 1945 cet ennemi de toujours. Mais il était au fond en réserve. Il était, voilà, il s'était mis de côté. Il s'était mis dans des refuges intellectuels qu'on n'a pas assez regardés, où il a travaillé, où il a réfléchi. Et il était en réserve pour ce capitalisme du désastre. Donc, pour moi, et je vais terminer sur ce point, et dans ce moment-là, dans ce moment de crise, nous voyons bien que c'est un monde intenable, intenable au niveau des inégalités, intenable au niveau des risques pour le vivant, intenable, euh, y compris pour notre espèce, hein, dans cette course à l'avidité prédatrice.
eh bien, ce que nous avons sous les yeux ne nous est pas plus étranger qu'Hitler ne nous est étranger. Et là, puisque vous l'avez rappelé, je voudrais insister combien le message d'Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme n'a pas été assez entendu. Césaire, et quand il fait ce texte, rappelez-vous, c'est y compris ce texte qui va ensuite l'amener à faire la lettre à Maurice Thorez, hein, un an après l'édition définitive du discours sur le colonialisme, où il va dénoncer un peu le côté du le grand frère, hein, qui prétend savoir mieux que les autres peuples ce qui est bon pour lui. Et au fond, il dit, mais vous, les humanistes, et il s'adresse au fond à la gauche humaniste européenne, qu'est-ce que vous reprochez à Hitler? C'est d'avoir fait à votre continent, à vos peuples, et en l'occurrence les juifs européens, au premier chef, ce qui nous a été fait avant. Et tout le propos très radical du discours sur le colonialisme, c'est de dire au bout du colonialisme, il y a Hitler. Au bout du bout de la logique impériale qui entraîne forcément une logique de supériorité et qui finit par entraîner, une fois que les oripeaux, les alibis tombent, on ne parle plus de démocratie, on ne parle plus d'idéal international, on ne parle plus de Nations Unies, tout ça tombe, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Le noyau brut, c'est que moi, mon peuple, ma nation, mon identité ont des droits absolus. Ce qui est juste, c'est ce qui est bon pour mon peuple. C'est une phrase d'Hitler. C'est une phrase d'Hitler qui était simplement un impérialiste qui a poussé jusqu'au bout cet impérialisme. Et une autre phrase d'Hitler qui est au cœur de ce que dit Netanyahou, de ce que fait Trump, de ce que fait l'extrême droite poutinienne, c'est de dire l'humanité, ça n'existe pas. Je ne connais pas l'homme. Je ne connais pas l'homme. L'humanité, c'est marxiste, il dit même Hitler dans une expression, dans un de ses écrits. Et puis l'individu libéral, je ne connais pas. En revanche, je ne connais que le peuple. Mon peuple, défini par la terre, par l'identité, par la racine, et on rejoint tout ce qu'a développé Glissant en combattant l'idée des identités racinées, en défendant des identités et relations. Donc nous assistons au bout du bout aujourd'hui, et c'est pour ça que les dirigeants européens sont totalement désemparés. Comment ils peuvent défendre le droit international alors qu'ils le piétinent dans une logique de puissance pour le grand Israël? Comment ils peuvent le reprocher à Poutine alors qu'ils l'admettent dans la logique impériale américaine? Le document stratégique américain qui a été fait, diffusé début décembre, tout était écrit déjà. Et la prochaine cible, c'est l'Europe. Il n'y a plus d'ordre international, il n'y a plus qu'une logique, ce qui est bon pour moi. Or, je suis la première puissance militaire, or, je veux être la première puissance économique dans une logique extractiviste, on pourra en reparler, court-termiste, de prédation. Et c'est ce que j'ai appelé dans Le Jardin et la Jungle il y a un an, en reprenant un terme dont je me suis aperçu qu'une écrivaine féministe, Françoise Daubonne, l'avait utilisé, l'illimitisme. L'empire que nous avons sous les yeux n'est pas l'impérialisme d'avant, c'est désormais un empire sans limite. Il ne connaît aucune limite à son désir, à sa volonté de prédation, à sa façon de rançonner même, parce qu'il est mafieux. Et en ce sens, la référence, au-delà du Troisième Reich et de son idéologie, la référence, c'est l'Empire romain. C'est une logique impériale. Rome fait sa loi au monde et impose sa loi au monde. Vous pouvez être en paix si vous acceptez la loi de Rome. C'était ça la paix romaine. Sinon, delenda est Carthago, c'est-à-dire vous serez détruit si vous n'acceptez pas la paix romaine. Donc nous sommes face à ce moment-là et qui est un moment vital. On va en reparler parce que, au fond, tous nos idéaux, les idéaux premiers, pas tous les ismes qu'on a ajoutés, les idéaux humanistes, élémentaires, ceux du mouvement de l'égalité, sont aujourd'hui en cause. Ouais, en effet, ils le disent clairement, hein, bring back colonialisme, les conseillers, enfin les proches de Trump.
Et ils disent clairement que la faiblesse de l'Europe, c'est d'avoir décolonisé. Et enfin, ils l'écrivent, hein, ils le disent, et que la colonisation était une des meilleures choses qui soit arrivée au monde et aux peuples arriérés auxquels on avait apporté la, la société, la bonne société, l'humanisme et l'universel et l'universalisme. Et là, Justement, si je peux oui. rebondir juste, parce que la question coloniale est une question inachevée, pas seulement dans nos débats ordinaires. Bon, elle est inachevée, évidemment, au cœur de certaines pensées françaises issues de la Révolution française, Mm. républicaine, mais pas seulement Jules Ferry. Je l'ai cité dans la préface que j'ai faite à mes articles sur la Palestine. C'est quelque chose de très frappant, puisqu'il le rappelle actuellement sur le Groenland et sur le fait d'acheter le Groenland. Il rappelle que euh, Napoléon, pour financer sa guerre en même temps qu'il rétablissait l'esclavagisme, d'ailleurs je me trompe, il n'était pas encore Napoléon Ier, il était premier consul. Le premier consul qui rétablit l'esclavage en 1802 veut reconquérir le trésor exactement, hein, comme le pétrole, comme la richesse. Saint-Domingue, c'était le cœur de la richesse. C'était l'industrie du luxe du moment par le sucre, le café et toutes sortes d'autres produits. C'était l'accumulation primitive du capital où tous les LVMH du moment faisaient leur fortune. Donc il veut reconquérir Haïti et pour financer sa guerre, il vend ce qui montait jusqu'à Chicago, hein, jusqu'au Grand Lac, la Louisiane, en fait, ça montait. Et c'est pour ça que les États-Unis ne parlent pas français. Mais pour y revenir, il envoie son beau-frère, Leclerc. C'est une armée républicaine. Ils sont issus des 10 ans de Révolution française. Ils connaissent la Déclaration des droits de l'homme. Ils sont francs-maçons. Ils ont gagné leur galon au feu, etc. Et Leclerc écrit à, à, à son beau-frère, écoute, je ne peux pas y arriver. Et c'est avant hein, le roman de Joseph Conrad, hein, Au cœur des ténèbres, un siècle avant. Il dit, il n'y a pas d'autre solution que de les exterminer tous, hommes, femmes et jeunes, au-dessus de 14 ans. Et Rochambeau, Leclerc va mourir de maladie, Rochambeau, qui va être défait à Vertières, va abaisser le niveau et mettre à 7 ans, exterminer-les tous. Et donc, j'en reviens au cœur de mon propos, il faut essayer de comprendre comment nos sociétés, c'est ce qui arrive à la société israélienne, où des jeunes diplômés, cultivés, faisant la fête à Tel Aviv, et qui ne sont pas tous nazis ou fascistes ou religieux, en viennent à être des criminels de guerre, comme les Einsatzgruppen hein, étaient faits avec des diplômés de droit qui les dirigeaient, qui étaient de très très bonnes familles, ceux qui ont fait la Shoah par balle. La logique coloniale, et c'est évidemment ce qui s'est passé avec la torture, avec les massacres, et nous n'avons pas encore documenté tous les massacres commis pendant les guerres coloniales. Et donc, je souligne ça parce que il faut dénouer cette question coloniale jusqu'au bout. Et puisque nous sommes à Alternative communiste, il faut le dénouer jusqu'au bout. C'est pour ça que je rappelais Césaire, son discours, la lettre et le congrès des écrivains noirs. Hein, tout ça se met dans la même séquence. Un congrès à la Sorbonne qui serait traité de wokiste aujourd'hui. Pour terminer, juste là-dessus, dans ce moment-là, euh, ce que nous devons revisiter, et je l'ai écrit au moment de l'invasion de l'Ukraine, la rupture, au-delà des débats sur la violence révolutionnaire, sur les bolcheviks, la dissolution de la constituante, la répression des socialistes révolutionnaires, tout ce que vous connaissez par cœur et sans doute mieux que moi, le moment de brisure profonde et que Lénine n'a pas le temps de mener avec Staline, il est sur cette question coloniale, sur la question identitaire de l'Empire.
Staline, tout géorgien qu'il soit, choisit de se comporter en grand russe et fait de l'Union soviétique une puissance coloniale. Une puissance avec ses alibis d'universalisme derrière les idéaux originels du communisme, mais qui est d'assujettissement des autres nations et des autres peuples. Et vraiment, ce qui s'est joué en 2022 renvoie totalement à ça, y compris dans une arrière-pensée puisqu'ils pensaient y arriver en 3 jours et ils n'y sont pas arrivés. C'est le soulèvement du peuple ukrainien qui l'a empêché, pas l'État ukrainien corrompu, c'est le peuple qui s'est dressé parce qu'il avait sa dynamique d'auto-détermination, de mouvement. Ça, c'est très très bien documenté par Anna Colin-Lebedev. Mais l'arrière-pensée de Poutine, c'était à la fin de l'année 22, rétablir l'Empire parce que c'était le centenaire de la création formelle de l'Union des républiques socialistes de l'URSS. Et donc la question coloniale, c'est-à-dire la question du grand frère, rappelez-vous l'invasion de l'Afghanistan, on a les meilleures idées, ce sont des obscurantistes, eh bien on va aller faire nous-mêmes la police là-bas. Et Dieu sait si le théâtre de la guerre et de l'invasion de l'Afghanistan est au cœur de ce qui a suivi, y compris dans le timing 79. Et donc, je dis ça parce que nous sommes anticolonialistes, mais la question coloniale, nous devons la travailler jusqu'au bout. Et elle n'a pas été assez travaillée. Je pense. Et alors, vous pensez que, par exemple, l'œuvre et la pensée de Glissant peuvent nous aider à la travailler sur la question de l'universalisme, par exemple, et de l'universel? Oui, je dis ceci, comme je dis, même si c'est un peu machiste parce que c'est une trinité masculine, mais je pense qu'il faut embarquer Césaire, Glissant et Fanon. Fanon Bien est une sûr, pensée oui. humaniste formidable, hein, et ça a été bien un peu rappelé par les films qui sont sortis. On ne peut pas dissocier la pensée de Fanon du fait que c'était un soignant, quelqu'un qui pensait l'aliénation avec toute la formation qu'il avait reçue à Saint-Alban avec Tosquelles et cette idée de comprendre que les logiques où on se dit supérieur, où on pense qu'on a une supériorité d'origine, une supériorité de culture, une supériorité civilisationnelle, non seulement ça aliène celui qu'on domine, mais ça crée soi-même une aliénation, hein, puisqu'on n'est plus dans la quête de l'autre, on se met au-dessus de l'autre. Et il y a toutes sortes de pathologies de cela. Glissant, pour moi, c'est d'abord, comment dire, c'est une œuvre très multiforme, beaucoup moins dans l'action telle qu'elle était déterminée par Fanon, et, et moins, comment dire, plus multiforme et plus ample dans sa diversité que, euh, que l'ont été les différents textes politiques, ils ont été nombreux, hein, de Césaire, mais au fond, ce qu'Édouard a essayé de faire, c'est de dire qu'on a besoin de retrouver un imaginaire politique. Mm. Nos mots ont été abîmés. Il y a un article très dérangeant dans Mediapart que nous avons publié là, qui est en accès libre volontairement de Paolo Stefanini, qui est un intellectuel latino-américain qui revisite ce qui se passe au Venezuela en disant est-ce que c'est pas pour les gauches américaines la chute du mur? C'est-à-dire, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de désolation et du coup, il y a les mafieux, il y a la violence. Pourquoi? Parce qu'on a délaissé les questions démocratiques, délaissé la société. Hein. C'est ça le madurisme. Hein. Derrière l'histoire de Chavez, c'est tout d'un coup un pouvoir qui se retourne contre sa société, qui se retourne contre la diversité de sa société, contre les gauches critiques, contre la presse, contre les syndicats, contre l'auto-organisation de la société. Et donc tout l'imaginaire de Glissant, c'est de nous inviter, et pour moi c'est ce que nous devons faire hein, aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait de raccourcis. Il peut y avoir des heureuses surprises électorales et comme tout le monde, je veux bien les appeler de mes voeux et les suivre. Mais même s'il y avait une bonne surprise électorale, les vents sont contraires.
Et donc, nous n'avons qu'un rapport de force qui est comment nous organisons la société, comment nous mobilisons la société, comment nous retrouvons un imaginaire commun de la société, et qui est donc en effet internationaliste, humaniste, avec cette radicalité de l'égalité et cette injonction que disait Glissant, agis en ton lieu et pense avec le monde. Pour être très concret et pas être abstrait, pour moi, et il faudra le revisiter si la catastrophe électorale se confirme en 2027. Pour moi, il y a eu une occasion manquée terrible en 2024. En 2024, ne l'oublions pas, ce ne sont pas les formations politiques de gauche qui font le sursaut quand il y a la dissolution. Il y a une sidération de toutes ces formations, tellement la décision n'est pas prévisible et impensable. C'est un outsider qui lance le mot d'ordre de nouveau Front populaire. C'est, comme vous le savez, François Ruffin. La balle est reprise au bond par la société, par la dynamique de la société, au point que les mêmes partis qui, ils y sont revenus, se disaient irréconciliables, ont réussi en 2-3 jours à faire un programme de gouvernement. Au passage, certains ont fait le ménage de leurs opposants, mais peu importe, ils ont fait un programme commun de gouvernement. Ne l'oubliez pas, les 2 seuls meetings, rassemblements unitaires avant le premier tour et entre les 2 tours, place de la République, ne sont faits par aucune organisation politique. C'est les médias indépendants, l'intendance de la Fête de l'Humanité, le service d'ordre de la CGT et tout le monde associatif. C'est nous qui organisons ça. Et il y a cette surprise. Et là, pour moi, quand je dis occasion manquée, je reviens à quel est le message de Glissant. Faire jouer la société, sa dynamique, faire une politique de relations. On voit les partis qui se mettent d'accord pour une première ministre. Ils attendent patiemment, événement, l'entretien d'embauche. Au lieu de faire ce qu'auraient dû faire Castex et les autres, en imposant aux partis politiques, en lieu de faire leur gouvernement, de dire on a notre shadow cabinet, on a notre gouvernement, on est prêt à gouverner, on parle à la société, on ne parle pas à Macron, on parle à la société, on montre à la société qu'on a des réponses, on a quelqu'un sur l'éducation, quelqu'un sur l'international, quelqu'un sur les solidarités, sur la santé, sur l'habitat. On a une équipe et qui n'est pas composée que des partis et de leurs représentants. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Et on appelle la société à créer des comités du nouveau Front populaire partout. Et là, ils sont tous à égalité. Aucune des forces politiques, je ne dis pas seulement France Insoumise et le Parti socialiste, qui s'entretiennent volontiers dans leur division, et chacun avec des arguments, mais aucune des formations n'a souhaité cela. On est resté dans l'entre-soi. On est resté dans l'idée, on reprend notre dynamique, notre logique. Pourquoi? Je viens de terminer un petit libelle, probablement pour provoquer le débat, j'espère, qui sort en mars, qui s'appelle La démocratie n'est pas l'élection, qui est sur ce thème qu'au fond, on en est arrivé, et c'est tout le bilan que dans ces 30 ans d'anniversaire, on ne revisite pas du mitterrandisme, pour moi, on en est arrivé à oublier c'est quoi la base de la gauche, c'est quoi son lieu, la gauche. Ce n'est pas les institutions, ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'Assemblée ou la présidence de la République, ce n'est pas la prise du palais de l'Élysée comme d'autres voulaient prendre le palais d'hiver. C'est la société, c'est l'organisation de la société, c'est au départ le mouvement syndical, c'est au départ toute cette exigence venue de la société. Et ça, depuis 40 ans, et c'est ça notre désolation, l'absolutisme électoral, pas seulement présidentiel, a fait que l'ensemble des formations, on le sait tous, dans les années 70 et encore dans les années 80, la diversité sociale, la diversité de métiers, la diversité de militants était là. Et là, tout d'un coup, on s'est restreint avec toutes sortes de personnes de qualité, et il y en a un qui nous invite ce soir, mais on s'est restreint uniquement, et ce n'est pas d'ailleurs au niveau municipal qu'est le problème, c'est plutôt au niveau national. On s'est restreint sur la question électorale en oubliant de construire notre rapport de force dans la société. Et j'en termine juste parce que derrière, il y a la sous-estimation de la question démocratique. Je suis sidéré
et nous, là d'où je parle, comment la question de la justice et la question de la presse, quand on voit comment se comporte Trump, on est bien d'accord, il veut mettre au pas la justice, lui-même qui est un repris de justice. Il veut mettre au pas la presse et faire que son récit l'emporte. Mais regardez notre solitude entre juges et journalistes, et notamment le rôle qu'a eu Mediapart depuis 2 décennies pratiquement, notre solitude par rapport aux forces politiques de gauche sur le sujet. Je suis très frappé comment, au lieu de dire la question de l'éthique en politique est une question politique, ce n'est pas une question morale abstraite, et donc on doit s'engager là-dessus. On a des choses à dire sur Sarkozy, on a des choses à dire sur les assistants du Front National, on a des choses à dire sur la probité des fonctions publiques, on a des choses à dire sur le fait que une justice indépendante, même si elle nous cherche des noises, c'est vital. Une presse libre, même si elle fait des révélations contre nous, c'est vital. Ça peut vous paraître anecdotique, mais 2 personnes politiques ont employé la même insulte à l'égard de Mediapart, en disant qu'on était un torchon. L'un en l'écrivant dans un billet de blog et l'autre à son procès. Il s'agit de Mélenchon et de Nicolas Sarkozy. Et pour moi, c'est sidérant. C'est-à-dire, on a le droit d'être pas content d'un journal. On a le droit d'être furieux contre les juges qui vont juger Madame Chikirou, comme il y a Madame Dati qu'il faut juger. Et voilà, on est en pleine campagne municipale à Paris. Mais on ne peut pas scier cette culture démocratique. On ne peut pas considérer que cette question démocratique n'est pas au cœur de ce que nous défendons. Merci. Je regarde l'heure. J'ai une question quand même sur la question de l'universalisme, parce que c'est quelque chose qui, comme le colonialisme, n'a pas été une question travaillée. Enfin, je trouve que les communistes se sont alignés sur cette idée d'universalisme. Or, Glissant le dénonce, cet universalisme. Oui, Édouard détestait ce mot. Il dit, parce que universalisme, c'est une façon de, en le prononçant, on s'en déclare propriétaire. Donc en fait, voilà, l'universel, c'est une invention. Il n'y a aucune civilisation qui en est propriétaire. Il se construit dans la relation. Il se construit dans le lien à l'autre. Et chaque culture a des dimensions de partage et d'égalité. On en revient toujours à la question qui, pour moi, décisive parce qu'elle emboîte toutes les questions. La question de l'égalité, égalité naturelle, comme moteur de l'émancipation. Nul hasard, je vous ai parlé de l'illimitisme tout à l'heure. Trump est un prédateur, mais c'est un prédateur y compris sexuel. C'est-à-dire la prédation sur l'extractivisme, sur la finance, sur les rançons financières vont de pair avec la prédation sur les corps. Ce que MeToo, dans la dernière période, nous a rappelé, puisque ces questions des violences sexistes et sexuelles n'ont pas de frontières idéologiques ou sociales, c'est combien on est au cœur d'une question anthropologique, d'une question qui est le rapport à la domination, le rapport à la puissance, et derrière ça, la puissance de notre espèce. Nous ne sommes qu'une toute petite partie du vivant. Et parce qu'on a un gros cerveau qui fait de nous des prématurés, puisque autrement on ne pourrait pas naître, et du coup c'est pour ça qu'on ne gambade pas comme les chevaux à peine sortis du ventre de celle qui nous donne naissance. Et du coup on a une telle puissance créative qu'elle est aussi une puissance destructrice, terrible. Et là, on est au cœur de quelque chose qui est, pour moi, c'est là où il nous faut retrouver un imaginaire qui est celui, justement, il y a eu dans le socialisme et le communisme aussi des logiques de puissance, aussi des logiques de force, aussi des logiques d'histoire écrite et dominatrice. Non, l'histoire n'est pas écrite, elle est faite de pleine de bifurcations. Mais surtout, aujourd'hui, dans ce moment de crise de civilisation, on est dans un moment où notre imaginaire doit être un imaginaire de précaution,
de, de comprendre la fragilité du monde dans lequel on est. L'imaginaire de la force, l'imaginaire de la puissance, c'est le leur, c'est celui de nos adversaires. Répondre à cet imaginaire en disant il faut une Europe puissance, il faut être puissant, il faut une autre forme, j'allais dire, de grandeur et de puissance, qui n'est pas la leur. Kamala Harris et les démocrates, pour moi, j'ai compris, indépendamment de toutes leurs erreurs sur la Palestine et sur toutes sortes d'autres choses, qu'ils allaient perdre quand elle a fait ce grand rassemblement à l'été 2024, où il y a d'ailleurs AOC et Bernie Sanders, et la gauche vient les soutenir, puisque la politique de Biden avait été plus sociale que celle d'Obama ou que celle de Clinton. Et donc, il s'engage. Et elle fait un beau discours à la fin, avec prudence, précaution. Mais à un moment, pour galvaniser les troupes, elle dit We are the greatest nation on earth. Nous sommes la plus grande nation sur la Terre. Comment voulez-vous vous opposer aux MAGA, à la grande Amérique, au grand empire, à la grande Russie, au grand Israël, vous pourrez multiplier tous les grands que vous voulez, si vous avez le même imaginaire. Et là, on en revient dans notre longue durée des débats de l'émancipation, et Édouard était enfant de ça. Édouard, dans ses engagements, quand il est dans les années 50, les années 60, il était plutôt très lié au courant on pourrait dire, de l'opposition de gauche critique et qui posait plus la question démocratique, qui posait plus la question internationaliste, qui posait plus toutes ces questions par rapport au risque que au fond, l'émancipation reproduise la domination, qu'elle lui ressemble, qu'elle soit aussi dans une logique de puissance, donc d'exclusion, ce qui est arrivé aux indépendances. Et là, il y a un mot qu'il faut qu'on retrouve, qui est le mot libertaire. Je pense que nous avons aussi perdu trop en route ce qui a été au cœur du mouvement ouvrier du 19e siècle, au cœur de la Commune de Paris, au cœur de la naissance de la CGT, au cœur de nombre d'itinéraires, y compris après parlementaires de gauche. Aristide Briand a été 10 ans militant libertaire, au cœur des batailles de l'affaire Dreyfus. Ce sont les libertaires qui ont finalement ramené Jaurès et ramené Zola, et qui est ce nouvel imaginaire qui nous oblige, malgré, il y a le feu au lac, on est bien d'accord, mais se dire, s'il y a le feu au lac, je dois d'autant plus avoir l'obsession du pouvoir, l'obsession de sa conquête, sans poser ce que j'ai dit tout à l'heure, la mobilisation de la société, pas son instrumentalisation, son autonomie, son auto-organisation, son agenda propre que je me contente de soutenir, que je n'instrumentalise pas, je n'agis pas à sa place, et la radicalité démocratique. Ce sont des adversaires de la démocratie. Curtis Yarvin, qui est un idéologue totalement starbé de ce monde trumpien, il théorise totalement cette illimity, cette violence. Il dit, c'est un entretien au grand continent, il dit, ben, finalement, Trump a compris, je rentre dans la pièce et je dis, je le veux. Je le veux. C'est à moi. Eh ben, ça marche. Ça marche. Eh ben, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Et du coup, Yarvin, il dit à Trump, ne t'arrête pas en si bon chemin. Je veux rester au pouvoir. Il commence à parler de monarchie, pas la monarchie parlementaire, hein, la durée éternelle du pouvoir. Et évidemment qu'ils vont s'attaquer, ils ont déjà commencé, à tous les conquêtes fragiles, démocratiques, souvent à défendre, la justice indépendante, le contrôle de la police, le contrôle des administrations, la liberté de la presse, sa diversité, sa pluralité. Et pour bien montrer la longue durée des défaites sur ces questions, Sylvie Laurent, parce que tout ça est trop peu partagé dans les débats à gauche, dans le livre qu'elle a fait pour faire tomber un petit libelle sur les illusions sur la Silicon Valley, pourquoi ils sont du côté de leur pouvoir financier. Tant que les démocrates les protégeaient, ils sont d'accord.
partir du moment où la question du monopole et de casser le monopole a commencé à naître, sous l'administration Biden, ils ont pris peur, ils veulent garder l'oligopole. Ils ne veulent pas être démembrés. Donc, du coup, ils vont vers celui qui leur dit, vous resterez les barons voleurs, hein, la longue histoire de Rockefeller et des autres aux États-Unis, on ne vous démembre pas. Mais n'oubliez pas que la non-régulation d'Internet à l'échelle mondiale, puisqu'il était issu des États-Unis en termes d'industrie, le fait de dire il n'y aura pas de règles, il n'y aura pas de régulation, c'est Clinton, c'est un président démocrate. Deuxièmement, quand vous pensez à Starlink et à toutes les surveillances contrôlées par le fasciste Musk au-dessus de nos têtes, celui qui ouvre au privé la conquête spatiale, avec cette idée également suprémaciste, survivaliste, hein, on va aller, nous les privilégiés, sur Mars et vivre plus longtemps que tout le reste de l'humanité, ou laisser l'humanité mourir, eh bien, celui qui a ouvert ça, c'est Obama. C'est-à-dire deux présidents, entre guillemets, de gauche américaine, c'est eux qui ont lâché les freins du refus de réguler, de se dresser. Et vous voyez bien qu'on en revient à ce que fut le quinquennat Hollande, où, à part le sursaut du parquet financier provoqué par les révélations de Mediapart, sur la presse et les médias, rien. Le groupe Bolloré, il n'existe pas hein, encore au moment du quinquennat Hollande. Tout est sur la table. Toutes les propositions pour une régulation des médias sont sur la table. Nous faisons un manifeste de notre syndicat professionnel, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Nous le déposons à l'automne 2012. Nous avons des débats avec ceux qu'on appellera les frondeurs sur l'urgence de ces questions. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Vous voyez le résultat aujourd'hui. Il y a une question que je voulais vous poser, qui porte sur les imaginaires, évidemment. Euh, Glissant dit nul imaginaire n'aide réellement à prévenir la misère, à s'opposer aux oppressions, à soutenir ceux qui supportent dans leur corps ou dans leur esprit. Mais l'imaginaire modifie les mentalités, si lentement qu'il en aille. Et tout à l'heure, vous parliez donc de l'imaginaire, vous parliez du langage. Euh, Pensez-vous que la gauche manque, la gauche, et je pense particulièrement au Parti communiste, dont je suis proche, manque de ça? Non, mais je, je parle librement, mais s'il y a bien quelque chose que je ne voudrais jamais faire, c'est donner des leçons à celles et ceux qui sont engagés. Moi, j'ai dit la formule d'Édouard, agis en ton lieu et pense avec le monde. Mon lieu est le journalisme. Et j'en rends compte et je suis ouvert à la critique là-dessus, mais je ne vais pas donner des bons points. Je parle librement sur ce qui me paraît poser problème. Pour être très concret, parce que parfois dans les débats, certaines personnes disent mais cette histoire d'imaginaire, hein, Mm. c'est tout à fait abstrait, tu es très loin de nos combats concrets, très très loin de nos luttes immédiates. Et bien, j'ai une réponse toute simple, mais vraiment élémentaire. Quant à l'été 1789, sur fond de lecteur de Jean-Jacques Rousseau, est proclamée l'égalité naturelle. Il n'y a aucun droit à ce moment-là. Il n'y a Mm. aucun droit politique, il n'y a aucun droit social, il n'y a pas de droit des femmes, il y a l'esclavage, il y a le travail des enfants, vous pouvez démultiplier, il n'y a aucun droit. Un imaginaire, c'est ça. C'est un horizon. Quand vous faites une randonnée, vous dites je vais faire du dénivelé et je vais aller le plus haut possible et du coup je verrai l'horizon. Je ne vais pas l'atteindre, mais ça m'a fait du bien. Et on s'est soulevé, on s'est réveillé, on s'est organisé pour le faire. Et donc un imaginaire, c'est ça. La proclamation de l'égalité naturelle a été le moteur de l'émancipation, y compris se retournant contre ceux qui l'avaient proclamé et qui le piétinaient. C'est pour ça que la question du colonialisme et de l'esclavage a été essentielle. C'est pour ça que la question sociale, par rapport aux droits politiques, est devenue essentielle. Le manifeste des 60, qui est au cœur du 19e siècle, et c'est un membre de la première la première internationale, celle de Marx et de Bakounine encore, qui l'écrit et qui s'adresse à l'époque, la gauche, c'est des avocats,
c'est des journalistes, c'est des médecins, et il dit, mais non, on a envie d'être représentés par nous-mêmes. On a envie, sauvons-nous nous-mêmes, hein. Et donc, ce manifeste des 60 va être essentiel pour construire une auto-organisation ouvrière. J'ai cité tout à l'heure la cause des femmes, qui est infinie de ce point de vue et qui ne peut que en permanence bousculer comme un nouvel horizon de droit et qui, évidemment, nous interpelle, nous oblige à bouger. La question de l'écologie, c'est évident, y compris dans nos propres références. On a besoin d'électricité actuellement et on a des camarades à EDF et dans les centrales nucléaires. Et néanmoins, tout d'un coup, on commence à penser cette question qui est intéressante parce que c'est aussi une question de l'égalité des droits. Nous n'avons pas, nous, l'espèce immensément minoritaire, mais immensément dominante, nous n'avons pas un droit absolu sur le vivant. Nous ne sommes pas dans l'illumitisme. La culture démocratique, et c'est pour ça qu'il faut en revenir vraiment dans la pédagogie essentielle du fond. La culture démocratique, c'est celle des limites. C'est celle des limites. Et d'ailleurs, c'est un article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai des droits que j'exerce que je ne peux pas abuser des, pour violer les droits des autres. Vivre en société, c'est accepter des limites et c'est accepter des règles et c'est construire ensemble des limites. Et là, on est pour ça quand on parle d'Édouard, c'est plein d'idées et d'ailleurs ça parle beaucoup. L'œuvre d'Édouard Glissant est aujourd'hui très utilisée par les artistes, hein. Il y a une grande exposition au Brésil. Là, les artistes y retrouvent une inspiration dans notre moment de désolation. Et puis le monde entier, hein, Felwine Sarr, là, le philosophe sénégalais, j'ai fait l'émission avec lui, il parle glissant, il parle du glissant à sa manière, hein, et le monde qui nous regarde, la pensée glissante, pour lui, elle est une évidence, hein, elle est vraiment au cœur de la vision de ce monde qui est issu des dominations et qui aujourd'hui pense comment les subvertir, mais sans les imiter, sans les reproduire, ce qui était l'avertissement de Fanon à la fin des damnés de la Terre. Ne pas, et c'est cette œuvre qui n'est pas terminée, c'est ce message qu'a repris Édouard Glissant. Et aujourd'hui, c'est cette œuvre qu'on doit refonder. Toutes ces idées-là existent, elles sont en jachère partout. Le problème, c'est que, puisque vous m'avez posé la question du Parti communiste, mais je pourrais dire dans toutes leurs variantes, de toutes les formations de gauche, tout ça est là. Vous connaissez ces œuvres, vous les lisez, vous les partagez. À la France Insoumise, je suppose pareil avec l'Institut La Boétie, les écologistes aussi, et sans aucun doute, probablement, je l'espère, quelques sympathisants socialistes. Le problème, c'est que les formes de traduction politique ont été ramenées à une verticalité, la verticalité de la conquête électorale du pouvoir. On est au cœur du débat qui, pour moi, est légitime sur l'organisation de la France insoumise. Il est légitime d'interpeller la force hégémonique à gauche aujourd'hui et qui a une pratique totalement ordonnée à sa conquête du pouvoir. Pas à la construction de la digue, comme dit Pouria Amirchahi, pas à la construction du rapport de force dans la société, uniquement à sa conquête du pouvoir. Et ça, à mon avis, c'est de ne pas tirer les leçons de tout ce qui nous est arrivé. Et c'est bien d'ailleurs pour ça que très souvent, nous avons des désaccords avec l'expression de Jean-Luc Mélenchon sur les questions internationales, sur les questions de brutalité des sociétés, et au fond de ne voir les questions internationales qu'à travers les États. Ignorer le peuple syrien, ne pas comprendre qu'il y a un peuple ukrainien et que ce n'est pas une histoire de l'OTAN face à Poutine, ne pas comprendre ce qui s'est passé au Venezuela. C'est quand même la plus grande, qu'on soit bien d'accord, hein, coup d'État et violation totale du droit international et évidemment un acte immensément grave et qui ne fait que
commencer de ce qu'a fait Trump Bureau, et c'est la logique perverse de ses pouvoirs. Je parle de Trump, c'est de s'adresser là où il y a le point faible. Eh bien, ce sont des pouvoirs qui ont perdu leur peuple. La plus grosse immigration sans guerre des dernières années d'un pays, après la Syrie, c'est le Venezuela. Le plus gros pays dont des gens sont partis, c'est le Venezuela, en dehors de ce que nous avons connu avec la Syrie et la dictature de Assad. Et donc, c'est des questions qu'on ne peut pas évacuer. Il faut tenir tous les bouts dans ce moment où on doit construire une résistance. Hein. On ne doit pas. Il faut accepter cette idée que on construit d'abord un rapport de force. Je ne crois pas qu'on puisse, même si, très bien, s'il y a des heureuses surprises, tant qu'on peut voter et tant qu'il y a une possibilité d'utiliser le bulletin de vote pour éviter le pire, faisons-le. Mais cela ne suffira pas à nous protéger. Avant de passer la parole à l'Assemblée, à tous ceux qui sont présents, il y a deux questions dans celle des imaginaires euh, que j'aimerais qu'on précise un peu et peut-être assez vite, parce que je pense que ça fait partie des imaginaires que nous aurons à travailler, que nous aurions à travailler, c'est la créolisation. Qu'est-ce que Glissant entend par là? Et la question de la mondialité Oui, euh, qui est aussi un des termes de oui. concept euh, de glissant, quoi, qui nous Alors, permettrait peut-être de faire face à cette vague brune, oui. cette prédation générale. Et puis après, Alors, on laissera la la parole à créolisation, Alonso. oui, pardon, oui. La créolisation, Très d'ailleurs, rapidement, puisque vous parliez de Mélenchon, oui, a il a été repris, oui. utilisé Oui, oui, comme un slogan. Et oui, bon, moi, ça m'a beaucoup gêné parce qu'en fait, ça peut pas être un slogan. Et en plus, c'était une confusion. Et j'aimerais qu'on s'éclaire là-dessus. Et c'était utilisé comme d'une manière confuse avec le terme, avec le métissage bien ou, vu, ou avec, enfin oui, voilà, c'était une bien vu. confusion avec Non, la mais créolité. C'était d'ailleurs déjà une confusion avec la créolité et oui. avec le métissage. Non, non, bien vu, bien vu. C'est exactement ça. La créolisation, c'est au fond, il y a une phrase, une citation de mémoire de Glissant qui résume un peu ce qu'il veut dire dans ce mouvement, c'est je change et changeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant. Hmm. C'est cette idée qu'en fait, nous sommes tous faits des autres. Nous sommes tous faits de relations. La créolisation, en ce sens, c'est un imaginaire. Ça n'a rien à voir avec une fixité. C'est Hmm. pour ça que ce n'est pas l'idée, on se métisse et on se mélange. Deux identités qui vont faire une nouvelle identité, qui serait le métissage. Non, c'est un mouvement permanent. C'est un mouvement permanent qui suppose qu'on se remet en cause, on bouge. Pour moi, le synonyme d'émancipation avec le moteur de l'égalité, c'est le déplacement. Et qu'est-ce que c'est que les conservateurs, nos adversaires? C'est ceux qui veulent nous immobiliser. Et immobiliser dans une identité qui est décrétée. Et de ce point de vue, l'origine ne protège de rien. Il peut toujours y avoir la tentation de dire, voilà, je m'arrête et j'y suis. C'est la dialectique du paria et du parvenu. Je suis arrivé, je ferme la porte, et les autres, ils n'ont plus le droit d'entrer. Le mouvement ne continue plus. Cela traverse, y compris les sociétés post-indépendance en Afrique, hein, où il y a des idéologies de la fixité identitaire qui existent en se dressant contre le colonialisme ou le néocolonialisme français. Donc la créolisation, c'est un mouvement, c'est un imaginaire de société imbriquée, de société faite du monde. D'où le fait que derrière cela, pour nous, en tant que militants euh, progressistes, la question de l'hospitalité, la question de l'autre, la question de ceux qu'on appelle les migrants, mais de ceux qui exercent ce droit au déplacement, ce droit à un nouvel horizon, ce droit à de nouvelles espérances. Et on le sait bien dans ce qui est documenté, surtout ces chercheurs de refuge,
qui ne sont pas forcément les plus pauvres, qui ne sont pas forcément les plus misérables. Et le mouvement de nos sociétés s'est fait comme ça. On pourrait même dire que la créolisation, c'est le mouvement qui fait qu'au bout d'un moment, avec le chemin de fer, on est sorti de la fixité du village et on a commencé à sortir des lignées, à se marier et à connaître d'autres univers, à connaître d'autres mondes. C'est le mouvement, et en ce sens, ça renvoie aussi à un lien naturel, à un lien de nous sommes une partie du vivant. Comme Édouard vient du monde, les palétuviers qui sont souvent au bord des mangroves. Prendre cette image-là de cet arbre, c'est un arbre très particulier. Il fait des branches et ces branches sont aussi des racines. Et ces racines font que l'arbre bouge. C'est un arbre qui bouge. C'est un arbre qui, de ses bras, va faire des jambes qui elles-mêmes vont le faire bouger. Et donc, cette idée de la créolisation, c'est au fond le refus de se dire bon, il y a eu les identités closes et tous les suprémacismes identitaires, et j'ai une autre identité qui est le métissage. Non, il y a un mouvement permanent et l'origine ne protège de rien. Nous sommes dans cette dynamique-là toujours, et qui est une dynamique qui peut se faire dans notre chambre, dans notre cerveau, dans les mots que nous employons. Dans Édouard, son dernier texte, son dernier livre, La terre, le feu, l'eau et les vents, c'est un recueil de textes. C'est ça qu'il a. Il était déjà, il savait que ses jours étaient comptés. Mais quand je dis des textes, pas seulement des textes poétiques, des discours, des phrases, c'est ce mouvement-là qui est le mouvement vraiment historique pour moi, au sens d'une dynamique permanente de l'émancipation. Et du coup, la mondialité, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est trouver un mot face à une vision économiste, centrée sur l'économie, du lien. Oui, notre monde est unifié aujourd'hui. Les jeunes en Afrique nous connaissent mieux que nous ne les connaissons. Ils nous voient. J'ai commencé l'échappée avec Souleymane Bachir Diagne, qui est l'aîné de Felwine Sarr. C'est une des vidéos les plus regardées. Ce n'est pas en France qu'elle est regardée, c'est en Afrique. Donc, ils nous voient, ils nous connaissent, voilà, et ils nous blaguent, et ils nous comprennent mieux. Et c'est nous qui sommes en train, ici, de nous fermer derrière une sorte de domination où on voudrait absolument nous amener dans des cases, dans des écrans qui sont des écrans d'intoxication. Et donc, là, l'idée de mondialité, c'est dire oui, nous avons fait le tout monde, ce qu'il appelait le tout monde, qui est lié au tout vivant. Et nous sommes dans ce tout monde. Mais encore une fois, cela suppose, c'est ça son message principal. Nous vivons, et c'est ça que nous avons sous les yeux, nous vivons la catastrophe de la puissance. Les logiques de puissance enfantent Trump, enfantent Poutine, enfantent Netanyahou, enfantent Modi, enfantent, etc. Après, ils vont se répartir le monde comme des gangs mafieux, puisque c'est un monde par ailleurs mafieux. C'est un monde de la prédation, du vol, du mensonge, de l'imposture. Mais c'est cette catastrophe de la puissance. Et donc, sans être naïf, en s'organisant, en régulant, en ayant une puissance étatique qui doit s'opposer à tout cela, et c'est bien le retard sinistre qui a été pris aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas regardé, moi je me suis tapé la conférence de presse d'hier sur l'Ukraine. C'est terrible parce que, vous savez, le document sur Gaza, il est mis que Trump va être président du comité de paix. On ne sait pas comment il sera conçu, mais c'est mis. Et la paix, en l'occurrence, c'est la guerre. Le document sur l'Ukraine, il a été mis que même le document accepté par les Ukrainiens, que Trump serait le président du comité de paix. Et hier, alors qu'on est en plein Groenland, ils disent mais tout ça sera d'abord sous hégémonie nord-américaine. Donc, ils n'ont pas compris, c'est notre adversaire. Soit nous continuons à défendre ce qui a produit la Déclaration universelle des droits humains en 1948, les Nations unies, l'ensemble
compris tout ce qui en a découlé en termes de droits sociaux, en termes d'ONG, en termes de contre-pouvoir, en termes de justice internationale. Et dans ce cas-là, notre ennemi, qui a comme allié Poutine, s'appelle Trump. C'est notre ennemi, ça ne peut pas être notre allié. Et donc, il serait temps de le voir. Alors, attention, ce n'est pas du tout un hasard si je cite catastrophe de la puissance, que c'est une pierre dans le jardin de celui qui, en notre nom, à mes yeux, parle très, très fortement des questions internationales aujourd'hui. Quand je dis en notre nom, c'est-à-dire qu'on se reconnaît dans son discours, je parle de Dominique de Villepin. Mais comme vous savez, il a une certaine fascination pour Napoléon. Et cette phrase, la catastrophe de la puissance, elle est dans un essai d'André Suarez sur Napoléon en 1933. Et il compare Napoléon à Don Juan, les conquêtes, l'appétit de conquête, sans limite, sans limite. Et il dit, c'est ça la catastrophe de la puissance. Et donc Trump est le produit de cette histoire-là, qui est aussi la nôtre. Napoléon a été, avec des idéaux enrobés d'idéaux du souffle de la Révolution, a été un oppresseur, a été un esclavagiste, a été le pire ennemi de la liberté de la presse. Et néanmoins, il y a son tombeau ici à Paris et les promotions de Saint-Cyr vont chanter devant lui. Merci Bon, Edwin. on va clore cette première partie et on va ouvrir le débat à toute l'Assemblée. Patrice, tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, c'est pour faire ce que tu viens de dire. Il y a deux messages, deux questions qui sont, enfin questions ou avis, qui sont dans le chat, en attendant qu'il y en ait qui lèvent la main. La première, c'est H, il n'y a pas le nom de famille, HP. Ne faudrait-il pas commencer par reprendre possession de nos moyens de paiement, de communication, d'information? Ne sommes-nous pas déjà complètement dépendants des États-Unis? Et la deuxième, c'est Bogena. Nos organisations politiques n'ont-elles pas à réfléchir plus et mieux sur leurs propres pratiques et leurs actions, qui devraient elles aussi s'inspirer de se montrer l'exemple de ce qui devrait être une politique de leur relation? Alors, sur le premier point, c'est tout à fait juste, et j'ai cité les, les défaites anticipées que- qu'on- de la non-régulation aux États-Unis face aux géants de la tech. Mais il y a un épisode qui est totalement franco-européen et que nous avons regardé avec beaucoup trop d'indifférence. Thierry Breton est un homme qui vient de la droite et qui a gouverné avec la droite, mais il se trouve que cet homme, sur ces questions-là, avait tout compris. Parce qu'il vient du monde, il est ingénieur, il a travaillé sur ces questions-là, et donc, en tant que commissaire européen, c'est lui qui a été en pointe de bataille pour la régulation. Régulation du numérique, régulation, le Digital Act, régulation y compris sur la question de l'information. Il avait compris, parce qu'il n'est pas qu'un spectateur, et il avait compris la puissance destructrice. Quand il a conçu tout ça, alors qu'on ne peut pas dire que Mediapart soit au cœur des enjeux institutionnels de l'Union européenne, il est venu passer une demi-journée chez nous avec ses collaborateurs pour écouter ce qu'on avait à dire, nous qui sommes natives du monde digital et du monde numérique. Trump n'était pas élu encore. Quand van der Leyen devient présidente, Macron lâche en rase campagne Thierry Breton et lâche le commissaire qui était le gars qui avait tout compris et qui était déjà la cible de ces gens-là. Et vous avez vu, quand même, et tout le monde devrait se mobiliser, c'est pas aussi grave en termes de conséquences que le juge français à la Cour pénale internationale qui en effet ne peut plus utiliser de carte de crédit, ne peut plus utiliser d'achat sur Amazon ou ailleurs s'il le faisait, puisque l'ensemble de ces puissances technologiques, économiques, industrielles est un mauvais mot parce qu'elles produisent pas, elles utilisent nos données, elles ne produisent pas de richesse à partir de quelque chose qu'elles fabriqueraient. Eh bien, le juge, lui, il est carrément banni de ce qui est notre quotidien. Thierry Breton est interdit des États-Unis. Les 4 autres personnes qui sont interdites en même temps que lui, c'est des ONG, c'est la société civile qui se battait sur la question des fake news, hein, de tout ce l'agression
commune, hein, aussi bien côté nord-américain que côté poutinien russe, sur les manœuvres d'intoxication, qu'on va vivre ou qu'on vit déjà sur nos campagnes et sur notre vie publique. Donc, c'est évidemment une question prioritaire, essentielle. Et là, à la fois, la présidence Hollande n'a pas fait le travail du tout, comme c'est un effondrement. Encore une fois, tout ça a été diagnostiqué. Pour la petite histoire, je rappelle, je ne sais pas s'il y a il y a pas les parlementaires. Pendant le quinquennat Hollande, il y a un député socialiste plutôt proche des frondeurs de bonne volonté, Christian Paul, qui était passionné de ces questions. Nous avons fait pendant l'année 2015-2016, il a fait une commission de réflexion totalement inédite, puisque paritaire, parlement, député, société civile. L'essentiel côté société civile était des juristes ou des économistes, sauf deux outsiders, Philippe Aigrin, qui a disparu, qui était un des animateurs de la Quadrature du Net, et moi, comme seul journaliste. Nous avons été les plus assidus avec Philippe. Cela a donné un rapport adopté parce que nous avons pris le temps, y compris, c'était dans la pire année 2015, hein, celle des attentats. Nous avons pris le temps des discussions, des réunions. Il y avait Franck Rister qui a fait l'itinéraire que vous connaissez pour la droite dans cette commission. Ça a été adopté à l'unanimité. Ça s'appelle un nouvel âge démocratique. C'est dans les tiroirs de l'Assemblée. C'est un gros rapport. Nous posions toutes ces questions. Qu'est-ce que c'est que le droit de savoir et la liberté de dire à l'âge du numérique? Ça a été totalement ignoré de tous les états-majors, totalement mis de côté, rendu en 2016, on passe à la présidentielle et on oublie. Et tout ça pour dire que toutes ces questions sont posées de longue date. Et il y a parfois des individus qui se révèlent. Hein. J'ai parlé de Villepin tout à l'heure. Indéniablement, il est au rendez-vous sur les questions internationales et il ne faut pas barguigner là-dessus. Hein. Voilà, on a vu tant de figures de gauche passer du côté obscur de la force qu'il ne faut pas hésiter dans les temps actuels à dialoguer avec des personnes qui, sur l'essentiel, euh, euh, sont au rendez-vous, j'allais dire, des causes communes. Et Thierry Breton, c'est vraiment l'exemple par rapport à la question qui a été posée, qui est évidente, de celui qui menait l'offensive. La France, son pays, l'a largué en race campagne. Et sur la deuxième question, ça c'est à vous de me dire sur les formations politiques hein, et sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous en êtes plus témoin que moi, c'est que je pense, et je vais parler d'une autre formation que celle qui est présente ici. J'ai été frappé au début de Mediapart, c'était le moment d'ascension très forte du mouvement écologiste, avec Cécile Duflot et son équipe, Jean-Vincent Placé et d'autres, et de son dialogue avec le Parti socialiste, des universités d'été où il y avait parfois 1500 personnes, toute une dynamique qui profitait aux écologistes, y compris, vous vous en souvenez, dans les résultats électoraux. C'est d'ailleurs le moment, un peu comme répliqué la France insoumise depuis, ou des gens de la société civile, Jadot venant de Greenpeace, Eva Joly de la justice, Emma Kos d'Act Up, rejoignent cette formation. Et j'en ai discuté avec des amis qui avaient rejoint ça et qui n'étaient pas dans une logique de pouvoir et qui ont accompagné ça, mais qui en ont été désespérés. Eh bien, même chez les écologistes, ce qui a repris, c'est la logique électorale, c'est-à-dire un parti d'élus, de collaborateurs d'élus ou d'apprentis élus. Et l'idée de se dire, mais non, on va faire un parti de masse. On a une dynamique très liée à des enjeux concrets de la société. Eh bien, donnons-nous les moyens de construire un parti de masse. Faisons ce qu'a su faire à d'autres époques le Parti communiste dans une autre histoire. Ou si en plus il avait des élus des villes, et d'abord les villes, d'abord sur le terrain municipal, parce que là on est au plus proche d'un terrain commun, mais pas l'enjeu premier n'était pas forcément le Parlement, mais on construit d'abord avec la société. Eh bien même les écologistes
n'ont pas su faire ça. D'où le surnom qui a été donné dans leur débat interne, la firme à, à l'équipe dirigeante et toutes les crises qu'ils ont connues depuis. Je leur dis, je le pense, voilà, il y avait une occasion de créer quelque chose et on ne se retrouve pas avec des figures dont, vous le savez tous, la question c'est bon, ben, j'ai un mandat au Parlement européen, ben, comment je passe ensuite à un mandat de sénateur, comment d'un mandat de sénateur je passe à un mandat de député, etc. Très bien, hein, si, si ça fait des vies d'engagement par le mandat électoral, je ne fais pas la morale là-dessus. Je dis juste que ce serait mieux d'avoir des organisations de masse et qui organisent la société, qui travaillent auprès de la société. Merci. Alors, il n'y a pas de main qui se lève ni de d'avis dans le chat. Juste sur ce que tu dis, et je partage ce que tu dis sur l'enjeu politique, notamment pour les organisations, sur les organisations de masse, qu'il faudrait, mais tu le dis ou tu le penses certainement, c'est pas organisation de masse pour gagner les élections. C'est peut-être organisation de masse pour autogérer la société et autogérer des constructions nouvelles. Alors, est-ce il y a pas chez toi comme une pensée qui se rapproche de ce que j'ai pu lire chez Murray Bookchin ou Bookchin, je ne sais pas comment on Oui, dit, ah oui, cet anarchiste oui, oui, qui a influencé la FI d'ailleurs récemment, qui m'influence pas mal moi dans ma pensée sur le communalisme libertaire, parce que je pense qu'effectivement on a certainement eu un problème en assassinant les anarchistes qui sommeillaient en nous, euh, ou qui sont nos frères en fait historiques hein, dans la construction d'une pensée révolutionnaire. Euh, et j'ai l'impression que cette pensée aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de la pensée de Glissant et autres, mais que cette pensée est en ce moment en train de monter. Ou alors oui, mais ou c'est moi non, qui ai non, un mais prisme, parce elle existe chez les Kurdes, elle existe à l'échelle internationale. Enfin, il y a quelque bon, chose là qui me semble pas inintéressant à travailler. oui. Alors, il faut affronter la question que tu poses. Vous avez un camarade que vous avez croisé, je pense, un camarade de parti qui vit à Saint-Denis, je pense toujours, qui est Alain Berthaud, hein, Oui, qui travaille qui est un aussi négriste. cette question, hein, qui est comment. Oui, non, mais Qui est un négriste, je c'est rigole la pensée de parce que négriste. lui, il suit tous les mouvements sociaux et de toutes les révoltes dans le monde entier, hein. Il les documente sur son site. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, il y a en permanence, hein, c'est comme les vagues qui n'arrêtent pas de s'attaquer à la falaise, il y a en permanence des soulèvements, hein, et il y en aura toujours. Le problème, c'est que la falaise non seulement tient bon, mais qu'elle s'est consolidée, qu'elle s'est bunkérisée ces derniers temps. Et donc, la question qui est posée, c'est parce que, au fond, de l'épuisement de ces mouvements sociaux, soit on traduit, bon, ben, on perd notre temps à se disperser dans les mouvements sociaux et on doit ordonner tout à la conquête du pouvoir, et en l'occurrence du pouvoir électoral, soit on se dit, on doit, dans une pensée, à mon avis, moins binaire, on doit d'abord construire le rapport de force dans et avec la société sur les questions concrètes. Et c'est en ce sens que je mets, par rapport au débat sur l'obsession électorale, je parle des mandats nationaux et je mets de manière différente, même s'il peut y avoir des problèmes éthiques et des problèmes de contrôle des élus et de division et autres qui existent, ou d'amoralisme. Hein. L'histoire de Saint-Étienne est totalement sidérante de ce point de vue. On n'en revient pas, on ne l'aurait jamais inventé. Mais voilà, je pense qu'il y a cette question de comment en effet, tu crées du commun, d'où ce mot commun, hein, qui est commons. Hein, ne pas oublier que quand Marx reprend l'idée communiste, on a ce mot anglais commons, hein, les communs, hein, qui renvoie à une très longue tradition de qu'est-ce qui est commun, l'eau, la terre, le vivant, qu'est-ce qui est notre commun, hein, c'est de là que vient et l'idéal de la commune, hein, comme premier lieu d'invention du pouvoir. Et c'est ce que nous avons perdu en route dans en fait un long détour qui est que
par le fait de cette obsession stratégique du pouvoir partagée, j'allais dire, dans une version électoraliste ou dans une version bolchevique où tout est ordonné au fait de garder, de conquérir le pouvoir et de le garder. Et du coup, on perd la société en route et ça donne les catastrophes que vous connaissez. Et en fait, derrière ça, et c'est un des drames de l'histoire de la Révolution russe, puisque Lénine écrit L'État et la Révolution, qui est peut-être son livre le plus libertaire dans la critique du pouvoir d'État. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est un renversement d'un État sur les décombres, et en partie en recyclant certains des décombres de l'État ancien. Et pourquoi je dis ça? C'est que tu citais les anarchistes, mais n'oublie jamais cette phrase qu'a employée, alors je crois que historiquement, je ne sais plus si Marx vivait encore et si c'est Engels, mais si c'est seulement Engels, du vivant ou après la mort de Marx, où il parle du crétinisme parlementaire à l'adresse des parlementaires de la social-démocratie allemande. Expression que j'ai reprise en parlant du crétinisme présidentiel français, puisque une fois qu'ils sont élus, on le voit bien, ça les rend encore plus bêtes que nature. Et qu'est-ce que voulait dire cette formule du crétinisme? C'est pas dire qu'ils sont bêtes, ça veut dire qu'ils s'enferment dans le jeu parlementaire comme étant le next plus ultra de ce qu'ils peuvent faire, et en oubliant le lien à la société, la mobilisation de la société et l'autonomie. Et c'est là où l'auteur que tu citais est très important, l'autonomie de la société. Et de ce point de vue, s'il y a une bonne nouvelle, c'est Zoran Mamdani. Zoran Mamdani vient de cette longue histoire qui a créé l'organisation des socialistes américains, des socialistes démocrates américains, qui s'est créée au début des années 80, après beaucoup de sectarisme dans les gauches et parfois de passage du côté obscur de la force, une des organisations trotskistes des États-Unis est devenue totalement campiste, alignée sur Cuba, sur l'Union soviétique, enfin bon, bref, a oublié beaucoup de choses en chemin. Et en fait, il y a derrière ce qui, un temps, a sauvé en partie le monde, hein, une pensée radicalement démocratique dans la gauche américaine, et qui n'est pas seulement ces courants qu'on retrouve dans une pensée libertaire anarchiste. Je pense à toute une pensée qui a été très très peu partagée en France, traduite très très tardivement, qui est la pensée qu'on appelle des pragmatistes, et notamment d'une grande figure qui est John Dewey. John Dewey, qui a été mais vraiment le philosophe qui a accompagné, y compris le sursaut rooseveltien. Il y a un livre de lui qui s'appelle Une foi commune, en 33-34, en disant, il demande, mais est-ce qu'on croit à la démocratie? Et il a une vision de la démocratie radicale, radicale. Justement, elle ne se ramène pas qu'à l'élection, et elle se ramène à cet écosystème complexe, on en revient à Édouard, cet écosystème complexe qui est fait de relations, qui est fait de pouvoir, de contre-pouvoir, d'autonomie des acteurs, et non pas de verticalité et d'ordonnancement à cette verticalité. Et c'est très intéressant à revisiter, puisque John Dewey, c'est lui qui va présider la commission, qui est un acte historique, peu importe les bilans de chacun des courants, je dis juste que ce fut un acte historique important. Je parle de la commission Dewey sur les procès de Moscou, qui va pas seulement blanchir Trotsky de toutes les calomnies, mais les 3 procès de Moscou, c'est quand même toute la génération bolchevique qui est exterminée. Et c'est lui qui préside cette commission en tant qu'un démocrate libéral. Et il dit à Trotsky, OK, j'accepte, mais moi, j'ai mon autonomie de pensée. Et du coup, ça va donner un débat entre eux autour de ce débat qui est ce texte, leur morale et la nôtre. Est-ce que la fin justifie les moyens? Trotsky est embêté parce qu'il a utilisé des moyens qui étaient déterminés par les fins. Mais en même temps, il voit bien que le stalinisme, du coup, pousse ça jusqu'au bout. La fin justifie tous les moyens. Donc son texte est dans une tension contradictoire que l'ancien libertaire Victor Serge va lui reprocher. Mais John Dewey fait une réponse très très bien à Trotsky.
et où il imbrique, il montre très bien comment, et on est au cœur de notre sujet, et de tous les égarements qui peuvent avoir lieu aussi bien chez des gauches réformistes, comme on dit, que chez des gauches radicales, c'est tant qu'on commence à se dire que la fin justifie les moyens. Et on oublie que ce sont les moyens qui font les fins. Ce sont les moyens qui déterminent les fins. Alors ça peut être long, ça peut prendre du temps, ça peut aller évidemment avec des défaites et pas de raccourcis, mais comme disait Victor Serge, de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Alors, il y a une question de François Barthélémy. Edoui, si vous aviez trois priorités concrètes pour faire reculer la vague brune en France dans l'année qui vient, ce serait quoi? Alors, on va prendre des notes, hein. Il met école. Non, moi, je suis désolé, j'en ai qu'une. Hein, c'est bien de consolider notre citadelle, parce que, la preuve que le lien avec, je dis souvent, Mediapart, c'est un laboratoire. Hein. On a créé ça avec l'intuition, hein, du fait d'un moment de recul qu'on avait vécu, y compris dans les crises des deux symboles de la presse indépendante qui étaient Le Monde et Libération. On peut mettre le succès de Mediapart sur le talent de l'équipe, et d'accord, mais il y a quand même autre chose. L'équipe va annoncer les résultats en mars prochain. Mediapart est non seulement structurellement rentable, mais c'est le seul journal réellement rentable en France, sans aucune aide. Et c'est le troisième quotidien en peu de temps, moins de 2 décennies, par l'abonnement numérique derrière Le Monde et Le Figaro. Comment expliquer ça? Par un journal qui s'est construit dans l'univers du lien, le lien numérique, le lien que crée un journalisme d'impact. Je dis souvent, le virtuel, c'est du réel. C'est pour ça qu'on fait des réunions publiques, c'est pour ça qu'on a fait le film, c'est pour ça qu'on a fait ce film sur Sarkozy. Ça a été le plus gros crowdfunding de toute l'histoire du cinéma français. Donc, il y a une disponibilité. Et donc, financement participatif, pour dire en bon français. Et donc, ce que montre le laboratoire Mediapart, c'est une disponibilité de la société et sur une culture démocratique, où un bon journal, c'est aussi celui qui parfois te bouscule, t'oblige à voir des choses que tu n'as pas envie de voir. À chaque fois qu'on fait des révélations sur telle ou telle des formations de gauche, et notamment quand c'est les plus sectaires, on a des campagnes, désabonnez-vous et tout. Ils ne se désabonnent pas, ils ont quand même besoin de ce journal, de le lire. Et puis, il s'y passe des choses, et puis on y apprend des choses. C'est une université populaire. Donc, c'est la démonstration que c'est possible. Ma tristesse, pour moi, c'est que nous, on s'est dit, on va pouvoir transformer l'essai en 2012. Quand même, n'oublions pas le rôle que nous jouons avant l'élection de François Hollande, et Dieu sait si Nicolas Sarkozy nous en veut, mais c'est nous qui portons le fer, avec Édouard Glissant d'ailleurs, qui comprend tout de suite ce que signifie le ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Comment la digue gaulliste communiste de l'après-guerre, qui oblige la droite à se convertir à des idéaux démocratiques qu'elle rejetait, elle était pétainiste. Et donc, il y a une digue qui se fait dans un idéal de république démocratique et sociale. C'est Sarkozy qui brise ça. À partir du moment où il fait immigration et identité nationale, il met la brèche sur l'égalité. Par le levier du bouc émissaire étranger immigré, il met la brèche. Et c'est à ce moment-là, après, il y a dans le contexte de l'affaire Bettencourt, il fait son discours sur les Roms, et c'est là où je le traite dans un éditorial de délinquant constitutionnel. Je rappelle ce que dit notre Constitution depuis 1946. Et quand il parle comme vous le savez, de la préférence nationale, de la déchéance de nationalité, c'est-à-dire il prend l'argument de l'extrême droite même. Et la, le cauchemar, c'est dans un moment de soi-disant habileté politicienne, c'est d'avoir vu François Hollande avec son Premier ministre, Manuel Valls, reprendre ça au lendemain des attentats
de novembre 2015 et d'avoir fait cette blessure, mais qui venait après tant d'autres. Et encore une fois, tout était écrit en 2012, le débat sur l'Europe, le débat sur les paradis fiscaux, le débat sur l'évasion fiscale, et c'est pour ça que dans la foulée, on va faire l'affaire Cahuzac comme un cas d'école sur la démonstration de ces questions. Euh, le débat sur l'indépendance de la justice. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, parmi les questions en jachère depuis 4 décennies par les gauches, la question de l'indépendance de la justice. Meloni, actuellement en Italie, s'attaque à un des piliers de la République italienne. En Italie, magistrats du siège, c'est-à-dire les juges d'instruction, les juges qui sont dans les tribunaux, et les magistrats du parquet, les procureurs, c'est le même corps. C'est-à-dire les procureurs sont indépendants. C'est au socle de la République italienne après la défaite du fascisme. C'est ce qui a permis de démasquer au cœur de la culture italienne la pieuvre de la mafia. Les procureurs ont pu mener des enquêtes jusqu'en haut, jusqu'à la mafia d'en haut, sans jamais informer les ministres, le pouvoir exécutif. Le symbole, c'est Roberto Scarpinato, le survivant après les assassinats de Falcone et Borsellino, qui est aujourd'hui sénateur de la République italienne. Ils ont pu montrer ce que nous savons en France, mais dont nous n'avons qu'une petite apparence que nous voyons au moment du procès Sarkozy, l'ampleur de la haute criminalité politico-financière qui forcément à un tel niveau est forcément liée au bout du compte avec une criminalité qui n'est pas politique et comme Roberto Saviano nous le raconte et les flux financiers sont là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En Italie, aujourd'hui, elle a compris, Meloni. Elle vient de Berlusconi, mais tout ça a résisté en Italie encore. Et donc, elle a même les syndicats des magistrats plutôt conservateurs sont contre elle, parce qu'elle veut changer ça. Elle veut changer le mode de recrutement des procureurs. Et elle a fait voter les dispositions, donc c'est une bataille qui se joue maintenant. Comme vous le savez, aucune force politique de gauche, notamment ni le Parti socialiste ni la France insoumise, je ne sais pas pour le programme du Parti communiste, ne propose l'indépendance du parquet. Dans un pays où la Constitution dit toujours que la justice est une autorité judiciaire, pas un pouvoir. L'indépendance des procureurs ne repose aujourd'hui que sur leur qualité personnelle ou sur les rapports de force qui ont été construits grâce, c'est immodeste, grâce à nous, par nos révélations provoquant le parquet financier ou provoquant le mouvement sur les violences sexistes et sexuelles, où la justice se met en cause et se met en branle. Mais ça reste très très faible comme moyen. 13 ans d'enquête Sarkozy, un seul policier tout du long. Bien sûr, d'autres se sont ajoutés selon le moment. Un seul policier sur ce même dossier pendant une décennie, le commandant Vidal. Et donc, je dis ça pour montrer combien l'occasion manquée, terrible, de 2012-2017, et qui a produit le macronisme qui a su en jouer, est terrible parce que tout était diagnostiqué. Il y avait la crise grecque, il y avait les questions des droits fondamentaux, les questions de l'utilisation de l'absolu policier du côté de Sarkozy comme ministre de l'Intérieur avant. Il y avait la question de l'éthique et de la morale. Il y avait la question évidemment de l'idéal démocratique et social de la République. Tout ça était sur la table. Et là, voilà, bon, il y a un moment, il faut payer le prix de tout ça, mais aujourd'hui, il faut en tirer. Voilà, je pense qu'il faut. Je joue mon côté, comment dire, je suis un peu le Cassandre dans ces cas-là, mais je pense ce n'est pas du tout se lamenter de dire ça, c'est
accepter de voir ce qu'on a loupé, apprendre de nos erreurs, hein, c'est pas se juger les uns les autres, et du coup, ne pas les reproduire. Et je le redis, puisque c'est de ça dont je parlais avec Mediapart, si Mediapart est une réussite, c'est qu'il répond à une demande sociale. Il est en écho d'une demande sociale. Donc cette demande sociale, elle est aussi disponible pour celles et ceux qui veulent agir dans la société. Donc voilà, moi, je agis en ton lieu. Je ne peux pas vous donner trois priorités, à vous de les, de les inventer. Mais déjà, voilà, faisons. Voilà, nous, on a essayé de montrer que c'était possible. Et c'était possible sans raccourci. Euh, J'allais faire du mauvais humour, sans dirigeants fondateurs qui s'accrochent au pouvoir, avec une capacité d'organiser la transmission, de faire surgir de nouvelles générations. Voilà, il faut faire ça aussi en politique. Tu as parlé justice, donc tu as réveillé l'avocat qui nous écoutait. Donc Patrice Cohen-Seat a levé la main, mais je crois que c'était pas par rapport à ça. Non, Patrice. peut-être que ce n'était pas par rapport à ça. Bien que je te signale, Edoui, que en 2000, quand j'étais encore dirigeant national du Parti communiste, Ouais. j'avais fait adopter par le Conseil national un document qui s'appelait Pour une démocratisation permanente de la République, parmi les propositions duquel il y avait l'indépendance du parquet comme une clé. Je l'ai dit, je ne savais plus pour le Parti communiste. Donc, Voilà, voilà. c'est amende Cela honorable dit, de cela relire dit, ce document. Cela dit, je ne te rassurerai pas en te disant que le Parti communiste en lui-même n'en a rien fait et que c'est symptomatique. Mais ma question portait sur autre chose. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de Sarkozy et tu disais il a ouvert la brèche. Et en réalité, si Sarkozy a ouvert la brèche, il faut bien admettre que des tas d'autres dirigeants, dans pratiquement toutes les démocraties libérales, ont ouvert eux aussi la brèche. Puisque dans toutes les démocraties libérales, et jusqu'à celle du confin par rapport à nous de l'univers qui est la Corée du Sud ou le Japon, l'extrême droite monte et la gauche est dans les choux. Et donc, je me dis qu'effectivement, il y a la responsabilité parce que l'histoire est faite par l'action des uns et des autres, mais il y a la responsabilité personnelle de chacun. Mais il y a quand même un mouvement d'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de très profond et qui met la gauche dans les choux et fait monter l'extrême droite. Et en même temps, je partage aussi ton sentiment, ton constat même, qu'il y a une disponibilité énorme dans la société. En tout cas, dans la société française, que je connais mieux que les autres, oui, je crois qu'il y a une énorme disponibilité. Et donc, je fais le diagnostic que la responsabilité appartient à la gauche. C'est-à-dire que c'est dans l'incapacité de la gauche à réagir à l'effondrement du rêve socialiste, du socialisme étatique, et à inventer un nouvel horizon et un nouvel imaginaire que se situe le problème. Qu'en dis-tu? Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Je l'ai un peu dit au début en disant que c'était, quand je parle de capitalisme du désastre, et je dis ces idéologies de l'inégalité naturelle qui sont pour moi la définition de l'extrême droite sous tous ses visages, hein, quels qu'ils soient, avec plus ou moins d'intensité, elles étaient en réserve de la réaction du conservatisme, et plus ils se sentent en péril, parce qu'au fond, ils se sentent en péril, ils se savent profondément minoritaires, ils sont dans une logique court-termiste, hein, de ce point de vue, on ne connaît pas la fin du film, hein, mais leur raisonnement est un raisonnement de prédation à échelle de vie humaine ou de comment dire, de succession, d'héritage. De ce point de vue, le cas russe est très intéressant. Tous les spécialistes de l'oligarchie poutinienne, qui est une bande aussi mafieuse, hein, qui a mis la main et en exterminant l'autre partie sur les richesses et profondément les énergies fossiles pour faire sa fortune. Au fond, la guerre, lui, est un moyen de survie. Hein. C'est-à-dire que la société bouge. La Russie, la société, comme en Ukraine, bougeait. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans les symboles, hein, non seulement juste avant l'invasion de l'Ukraine, il met fin à Mémorial,
il criminalise Mémorial à la fin 2021, c'est-à-dire ce qui est né de la société civile sur le stalinisme et documentant les crimes du stalinisme, mais depuis, ça a été peu remarqué, il a aussi mis fin au comité Helsinki. Et vous qui êtes des vieux militants, vous vous en souvenez, le comité Helsinki, c'est le moment où, dans les années 70, alors qu'il y a encore les deux blocs, il y a des idéaux démocratiques qui font leur chemin, avec lesquels on est obligé de composer, et Sakharov, et voilà, et ben, tout ça a été rayé, et c'est rayé parce qu'il faut qu'ils mitridatisent la société. Ils ont besoin que les sociétés ne peuvent plus leur demander de compte, qu'elles ne soient plus auto-organisées, qu'elles ne soient plus disponibles. Et c'est pour ça que, en effet, la gauche a une responsabilité parce que l'idéal qui est visé, c'est celui qu'elle a porté. Elle a porté l'idéal d'égalité naturelle et du coup, elle a porté les conquêtes démocratiques qui incluent les conquêtes sociales, qui incluent les conquêtes de droits des minorités, et ainsi de suite. Et donc, cette question rassembleuse que j'appelle les causes communes de l'égalité, elle est, et en ce sens, on est presque dans une situation qui rappelle les combats fondateurs du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on est au cœur du socle de ce qui a fondé l'histoire commune à laquelle nous appartenons. Et c'est de ne pas avoir pris conscience de cette urgence, de cette tragédie, de cette catastrophe qui explique, et en effet, de ne pas avoir tiré les leçons. On le voit sur la fascination qui existe encore dans certaines gauches pour les pouvoirs autoritaires. On peut tout à fait être au rendez-vous de la cause palestinienne et ne jamais céder, comme sur la complaisance à l'égard d'un supposé axe de la résistance qui irait des mollahs de Téhéran en passant par la dictature de Bachar el-Assad jusqu'au Hezbollah et à l'idéologie du Hamas. Cet axe de la résistance est le meilleur cadeau à faire à Netanyahou et aux autres, puisque ce sont des idéologies, des pouvoirs qui sont les ennemis de leur peuple. C'est ça la dureté de la situation et du moment, c'est de tenir ces deux bouts, être solidaire des peuples qui résistent et en même temps ne pas ramener la lutte des peuples à des logiques étatiques, des logiques de domination qui veulent les confisquer. Et là, c'est là, je pense que la société est disponible pour entendre ça. Mais ce mouvement commun qui pourrait porter ça, et c'est pour ça que je revisitais le quinquennat Hollande, qui va donner des ailes à toutes les divisions au sein des gauches, et donc à la logique hégémonique qu'a conquise la France insoumise ces dernières années, après avoir utilisé le Parti communiste en escabeau dans une première étape. Voilà, c'est pour ça que je revisitais ça, parce que pour moi, en effet, y compris dans le fait de revisiter et de ne pas avoir d'illusions sur ce qu'était j'ai été à Moscou avant la chute après la chute du mur et avant la fin de l'Union soviétique. J'ai publié dans une collection que je dirigeais à l'époque les mémoires de la veuve de Boukharine, Anna Larina Boukharina, qui avait appris le testament de Boukharine par cœur et tout. Bon. Et j'ai été à Moscou, il y avait encore les éditions du Progrès, tout ça, je parle comme si j'étais un vieux de la vieille, mais enfin, on n'est pas tout jeune. Bon. Et je dis ça pourquoi? Parce que j'avais l'illusion que dans la foulée de Chalamov, voilà, et de tout ce qu'on avait lu, on n'avait pas attendu Solzhenitsyn, voilà, même si Solzhenitsyn a eu son rôle important, bien sûr, eh bien, je pensais qu'il y aurait plein de choses dans les tiroirs, plein de textes, plein de surprises. Eh bien non, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait ce que pouvait faire la société mémoriale, aller chercher les tombes, les traces, les documents et tout. Mais 70 ans, ça pèse. Ça pèse. Et ça pèse sur l'histoire d'une société, sur la violence au sein de cette société, et tout ce que documentent tous les spécialistes. Et de ce point de vue, ce que nous raconte l'Ukraine, c'est tout d'un coup un peuple qui, issu de cette histoire, et avec beaucoup de
dirigeants soviétiques qui en étaient issus. Khrouchtchev en venait, Trotsky en venait, et je pourrais en citer plein d'autres, qui à un moment se met en branle. C'est ça le Maïdan, ils se mettent en branle. C'est pas... Après, il y a une extrême droite, bien sûr, il y a des manœuvres d'autres puissances, mais il y a un peuple qui s'autodétermine, qui fait son chemin. Et il nous faut toujours apprendre des peuples, regarder ce qu'ils font. Et, et, voilà, c'est... Non, non, mais je suis entièrement d'accord. Je développais à partir de la remarque de Patrick, je suis entièrement d'accord. Maintenant, je pense qu'il faut, ça ne sert à rien de se lamenter, il faut déjà, je redis, agir en ton lieu et pense avec le monde. Donc, vous le faites à Gennevilliers pour la campagne municipale, d'autres le font là où ils sont, là où ils habitent, là où ils vivent, mais reste une certaine déconnexion entre cette réalité et sa traduction partisane qui est ordonnée. Je ne sais pas si Patrick était déjà là quand j'ai dit ça. Pour moi, l'épisode de l'été 2024 en est un exemple. Nous pourrions être dans une situation aujourd'hui avec des comités du NFP partout en France, où les gens ont appris à se parler, où des gens qui ne venaient plus sont venus, et où ils ont appris à se connaître, et puis voilà, et à être unitaires et pas dans la compétition et le sectarisme. Voilà. Merci Edoui, c'était bien de rappeler que les comités du NF, enfin c'est la société qui a fait barrage en Ouais. 2024 à l'accès au pouvoir et que ça nous a donné un relent d'espoir qui s'est voilà, étiolé depuis. Moi j'ai une dernière question parce qu'il faut qu'on finisse. D'accord. Euh, c'est comment peut-on analyser le positionnement faible du Rassemblement national par rapport au Venezuela? Il n'est pas dans une condamnation absolue de Trump. Alors, je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer l'intelligence du Rassemblement national et de ses dirigeants. Je dis souvent, vous savez que mon premier livre, j'allais avoir 32 ans, c'était L'effet Le Pen. Hein, donc, c'était en 84, et c'était à une époque où beaucoup de gens à gauche disaient c'est comme le poujadisme, c'était son surgissement électoral, vous vous en souvenez, Mm. d'abord à Dreux et puis ensuite aux élections européennes. Et moi, j'avais fait ce livre à partir de ce qu'on avait écrit dans Le Monde pour dire non, Le Pen a un futur parce qu'il a un passé. Et en revisitant ce que nous savons, ce qu'a été Vichy, ce qu'a été la droite, enfin ce que Zev Sternel et d'autres ont énormément documenté depuis, Paxton, l'histoire de ce qu'était la droite française jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et le miracle gaulliste qui l'oblige à se convertir provisoirement à une autre histoire. Et puis la guerre d'Algérie, la question coloniale et des questions, en l'occurrence, qui étaient dans les deux placards du président de l'époque, François Mitterrand, puisque on n'avait pas encore fait les révélations sur Mitterrand et Vichy, et on avait un peu oublié Mitterrand et la guerre d'Algérie. Mm. J'ai fait ce livre, et à l'époque, pour documenter que comment dire, à l'époque, j'ai beaucoup écrit sur la nouvelle droite, j'ai beaucoup écrit sur les réseaux intellectuels. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de Carl Schmitt, hein, celui qui a théorisé, au fond, le coup de force, hein, qui est très lu par les conseillers de Trump, et qui est ce juriste très brillant qui a été le jurisconsulte du nazisme, et qui, au fond, théorise l'état d'exception. C'est Humpty Dumpty, hein, dans Alice. Hein. Une seule chose compte, c'est qui est le maître. Hein. Et si je suis le maître, eh bien, je peux tout, et je décrète que je suis le maître, et j'y vais. Donc, c'est le théoricien de la stratégie de la conquête du pouvoir absolu. Mais Carl Schmitt était très lu par la nouvelle droite, était commenté, était recyclé. Ils ont pris le temps. On l'a oublié, mais en 90, un parti national-bolchevique se crée, ou national-communiste, pardon, national-communiste, je crois, ou national-bolchevique, je ne sais plus, avec Édouard Limonov,
l'écrivain qui était exilé, qui est revenu en Russie, Union soviétique, se crée à Moscou avec Alexandre Douguine, qui était le correspondant déjà d'Éléments et de la Nouvelle Droite, de Alain de Benoît, de tous ces réseaux. Donc nous ne les avons pas, nous sommes restés, la gauche, je veux dire, pas moi, j'ai l'impression, mais un peu dans notre bulle, en les mettant de côté, comme si c'était une histoire anecdotique, alors qu'ils travaillaient. Aujourd'hui, on voit leur énorme réseau avec les milliardaires qui les financent, mais ces réseaux étaient déjà là. Il y a une figure, je l'ai popularisée parce que personne ne s'en était emparé, qui est un conseiller de Netanyahou, il l'a aidé à garder le pouvoir, c'est un conseiller d'Orban, et il est au cœur des réseaux des nationalistes conservateurs américains. Il s'appelle Yoram Hazony, il est américano-israélien. C'est lui qui a fait leur Bible, qui s'appelle Les Vertus du nationalisme, préfacée édition française par Gilles William Golnadel, qui est un publiciste d'extrême droite que vous voyez sur les plateaux de CNews. Ce livre, qui est un livre d'intellectuel, théorise, c'est Joseph de Metz, c'est Heider, voilà, on met à bas Jean-Jacques Rousseau, on met à bas toute humanité commune, toute vision internationaliste, toute relation. Seul compte ma nation, mon peuple, mon identité. Et après, on fait des deals. Si on peut s'accorder entre nations, d'où le fait qu'on voit tous ces arrangements, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie, on s'arrange, on s'arrange. Mais on est dans cette logique-là. Et nous ne les avons pas assez, assez lus, assez regardés. Et pour terminer sur le Rassemblement national, je vais peut-être vous choquer, mais à part le fait que c'est une boutique familiale, au sens que le clan Le Pen n'a jamais cédé son pouvoir sur ce mouvement politique, et c'est sans doute lourd de points d'interrogation sur la relation entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, en fonction de ce que donnera le procès en appel de Marine Le Pen, car il y a une longue histoire d'un clan familial autour de Le Pen, avec les gendres, avec les amis, avec les cousins, tout ce que vous voulez. Si un jour Marine Le Pen était présidente, c'est un peu comme les Bonaparte qui arriveraient au cœur du pouvoir. Mais je vais peut-être vous choquer en vous disant ça. Il a pu faire toutes les carambouilles qu'il voulait, mais Le Pen n'a jamais été à la soupe. Le Pen est un adversaire, je parle de Jean-Marie Le Pen, mais c'est un militant. Maigret a été tenté d'aller à la soupe. D'autres dissidents ont été tentés d'aller à la soupe. Lui, il est resté maître de sa boutique et maîtrisant son clan, compris avec des tensions et tout, mais de sa boutique qui était aussi son histoire militante, à laquelle il est resté d'une certaine manière, de manière intégrale et radicale, fidèle. Et ça, c'est aussi une histoire qui doit nous interroger, c'est-à-dire des parcours de constance de l'autre côté, comme la constance intellectuelle d'Alain de Benoît, avec ses ruses, avec ses stratégies d'habillement pour rebanaliser, c'est ce que j'ai traité dans l'appel à la vigilance, et Maurice Hollander avait démasqué ça en 93 pour banaliser des auteurs d'extrême droite, banaliser ce vieux fond de pensée radicalement réactionnaire, de révolutionnaires conservateurs. Et ils ont eu cette stratégie avec, quand je dis des figures intellectuelles, le maître qui est cité au début de la préface de Gilles William Golnadel, c'est Pierre Boutan. Pierre Boutan, professeur à la Sorbonne, qui a sauvé l'héritage de Maurras en relativisant son antisémitisme, mais en sauvant la pensée intellectuelle de Maurras, et qui était au cœur de la Sorbonne à une époque où la gauche dominait ces lieux universitaires, et qui a formé aussi des héritiers de cette longue durée qui va, je le redis, de Joseph de Metz, qui a sa statue à Chambéry, en passant par Maurras, Carl Schmitt, et en arrivant jusqu'à toutes ces figures qu'on a devant nous. Et
et qui, comme toutes les époques de bascule, ça, il ne faut pas se lamenter, on a connu ça évidemment dans d'autres époques. Les époques de bascule font qu'il y a des gens qui passent du côté obscur de la force parce que c'est plus attractif, parce que c'est beaucoup plus attractif, parce que le pouvoir est de ce côté-là, parce que l'argent est de ce côté-là, parce que la carrière est de ce côté-là. Bon, c'est comme ça, voilà, ça arrive. Voilà. Ben, on arrive au terme de notre Bon, entretien. Merci beaucoup, Edoui. j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé. Non, non, Plutôt. non. Moi, je dirais la question de l'imaginaire reste ouverte Bon, au- à la gauche et il est temps qu'elle s'y mette. oui. Bon, Voilà. Ben, bon, merci beaucoup. Merci à tout le monde, à tous ceux qui étaient présents, qui ont merci. participé. Et à la prochaine, au prochain entretien. Donc, Il y a des le... petits commentaires qu'il faudrait que je regarde, c'est ça, et je vois qu'il y a des mots, c'est pas ça, je sais Ah, il y pas. a un commentaire, enfin il y a deux ou trois, mais il y a beaucoup qui te remercient. Euh, il y a un commentaire que j'avais pas vu de Franck, c'est à quand une initiative forte et commune des sites d'infos et journaux d'indépendants des forces de l'argent, Oui, certains anciens comme l'Humanité, d'autres plus récents comme Mediapart et tout numérique comme Blast, on Arrêt fait. sur image, etc., pour travailler un front commun de l'information Ah, antifasciste. c'est fait. Le Fonds pour une presse libre qu'on a créé, hein, qui est la structure non lucrative, qui est indépendante de Mediapart et donc que préside François Bonnet, s'en occupe. D'ailleurs, ils ont fait le procès Bolloré, hein, qui va sortir en livre, hein, il y a quelques temps. Et puis, bon, bah, c'est ce même réseau qui avait fait les meetings dont j'ai parlé en 2024, avec d'ailleurs, je rappelle, le service d'ordre de la fête de l'UMA a assuré, non, plutôt l'équipe d'organisation de la fête de l'UMA a assuré l'intendance de tout ça. Donc, oui, bien sûr, on le fait et on y travaille. Mais l'absence de réformes structurelles, je voudrais juste vous dire ça pour terminer, crée une immense fragilité parce que un pouvoir d'extrême droite qui conquiert le pouvoir aujourd'hui, il a des leviers exceptionnels par rapport aux médias. L'Arcom a abandonné l'affaire en termes de régulation. Elle accepte au fond l'idée qu'il y a des médias d'opinion sur des, des vecteurs qui sont des biens publics et donc de renoncer à l'obligation de pluralisme interne du service public pour dire au fond, ben voilà, allez, radio d'extrême droite, radio de gauche, radio, etc., radio télé. Et là, c'est une catastrophe parce que si on donne des médias de masse à des idéologies tout à fait pénalement répréhensibles, on ouvre la voie à un enfer hein, en termes de débat public et de conséquences sur le débat public. C'est ce qu'on vit avec l'ascension du groupe Bolloré et son poids sur le service public. Mais vous savez, sur les médias indépendants, c'est une vraie question. Hein. La régulation de l'État par rapport à la presse, c'est les aides publiques. Mediapart, mais ce n'est pas pour dire en modèle, nous avons réussi grâce au soutien. Voilà, nous ne touchons aucun centime, nous ne vivons que des abonnements, mais nous sommes une exception totalement solitaire. Totalement solitaire. Nous n'avons que l'aide indirecte, hein, qui est celle de la TVA super réduite. On nous a fait payer cher cette bataille, mais qui a été gagnée pour tout le monde, et on nous l'a fait payer sous la gauche, hélas. Mais nous n'avons que cette aide indirecte qui profite à tout le monde et qui est une aide au lecteur pour que la presse ne soit pas trop chère, hein, la TVA super réduite. En revanche, les aides publiques, qui sont captées d'abord par les milliardaires, hein, par Bernard Arnault et les autres, eh bien, c'est un levier terrifiant. Si demain un pouvoir d'extrême droite est là, bah, il a ses aides à sa merci par rapport à toutes sortes de médias indépendants. Alors d'où les appels à des fonds, à des soutiens et tout qui existent et qui marchent hein, d'ailleurs. Mais cette question de l'absence de, de, du travail pour, voilà, pour vraiment refonder un écosystème d'information, et vraiment, on la paye, je crois qu'on la paye très très cher aujourd'hui dans comment, comment nous vivons le débat public. Mais coup de chapeau quand même au passage à l'UMA. Je voulais dire que vraiment ces dernières années, l'UMA, c'est en termes de presse, y compris de presse traditionnelle, presse papier, c'est vraiment dynamisé. Et finalement, au fond, il y a
il y a des effets des unes de l'Humanité qui étaient celles du Libé d'il y a bien, bien longtemps. Et aujourd'hui, je trouve vraiment que l'UMA a grandement réussi son pari. Voilà. Bien, merci beaucoup. Alors, je rappelle le prochain entretien, c'est avec Bernard Friot. Celui d'après, c'est avec Isabelle Garot. Donc, Bernard Friot le 15 janvier, Isabelle Garot le 5 février. Je ne vais pas vous les présenter. Et donc, on se dit au revoir. Bon, Au merci. revoir. Merci Merci. beaucoup. Merci à toi, Edoui. Merci. Au revoir. Comment on a